On est réellement dans un art visionnaire. Ça s'inscrit dans cette vision-là, l'art visionnaire. Je vais vous montrer d'autres illustrations. Ok, regardons celle-ci. Est-ce que je peux l'augmenter? Non, je peux pas. Est-ce que je peux bien l'ajuster? Voilà, on va faire comme ça. Voilà. Donc, quand vous regardez ce genre d'illustration, tout est porteur de sens. Que ça soit la position des doigts, des mains, les personnages, les couleurs, leurs vêtements, tout, tout est important. Et Zosime se représente lui-même, hein, avec Théosibé. Il se représente en illustration. Et à un moment, dans le livre des icônes, ce qu'il y a d'extraordinaire, il lui dit: Mais tu te souviens pas l'illustration que je t'ai montrée où j'étais esquissé en montrant du doigt quelque chose? C'est-à-dire, il parle de lui-même, à la troisième personne, comme si c'était pas lui, parce que c'est une vision. Il a reçu ça en vision. Et donc, il explique ça comme si ça ne lui appartenait pas. On lui a montré quelque chose de lui et de Théosibé, et il le partage avec sa disciple, et il parle d'une vision. Voilà. C'est des visionnaires. Regardons encore. Voilà. Continuons. La dernière, j'en ai choisi 4 pour vous donner un aperçu du contenu des illustrations. Les voici, hein. Donc là, c'est Zosime. Il l'habillait, d'une manière arabe de l'époque, du Moyen Âge, hein. Et ça, c'est Théosébé, c'est elle, toujours habillée d'une manière arabe de l'époque. Mmh. Alors, on change de contexte, ça serait grec. Parce que ça a été vu de manière grecque, voilà. Et on va commencer notre entrée en matière avec le premier livre. Alors, ce que je vais faire, j'ai sélectionné dans les 13 chapitres certains passages qui me semblaient importants. Il y en avait tellement que j'ai dû faire des choix. Et donc, comme j'ai pas toute une journée à vous présenter l'ouvrage qui est assez volumineux, je vous ai sélectionné certains passages pour vous donner un aperçu du contenu des 13 chapitres. En sachant que vous en avez un entier traduit, je le répète, dans le tome 2 déjà. Dans le tome 2, le livre d'Imhotep, c'est le 6e. C'est le 6e, il est traduit complètement. Et ce qu'on est en train de voir, imaginez-vous bien, moi, je ressens, disons, de la joie rien qu'en en parler. Parce que c'est la pour la première fois en langue française, OK? C'est pour la première fois en langue française qu'on a et que l'on fait et que vous avez la chance de le faire, de voir un livre de première main de Zosime et de le traduire en français. Ça n'a jamais été fait. Donc c'est vraiment une exclusivité là, vous voyez, hein? Moi, j'ai été heureux de pouvoir le faire, hein, je peux vous le garantir. Parce que même j'apprenais des trucs, «Ah c'est génial, c'est magnifique, quoi. C'est extraordinaire et pourquoi personne ne le fait? Pourquoi personne ne s'y lance?» Voilà, bon. Qu'est-ce que c'est? Explication. Donc, il y a un esprit cosmique qui est présent partout. Cet esprit cosmique, OK, diffuse un pneuma, une énergie qui anime le monde intermédiaire, celui de l'âme du monde. Cette âme, ensuite, dynamise la matière et la lumière de l'infini commence à changer de forme et d'aspect et créer toutes les réalités perçues. Parce qu'il n'y a que l'esprit cosmique qui existe. L'esprit cosmique, c'est quoi? C'est l'intelligence dont on a parlé tout à l'heure, c'est la lumière infinie. Donc il n'y a que la lumière qui existe. On pourrait dire même qui est. Il n'y a que la lumière qui est. Et c'est la lumière divine, hein. Et c'est une intelligence, cette lumière divine. C'est la conscience divine. Donc cette lumière se déploie dans la matière, OK, et devient prisonnière de la matière. Elle est emprisonnée, comme on l'a dit avec Zosime tout à l'heure. Ce qui se passe, c'est qu'il y a encore une lumière, cet esprit qui s existe encore au-delà de l'espace-temps. Et il y a une autre lumière qui a chuté, c'est le moi ou c'est l'or des alchimistes. Et donc derrière le matériau qu'on essaye de transmuter, le plomb, eh bien, l'objectif, c'est de travailler le plomb qui n'est pas un matériau du commun, c'est pas le matériau plomb,
C'est un symbole, c'est un symbole. On ne parle pas du plomb ni de l'or en vérité. On parle d'images symboliques qui font référence par analogie au plomb et à l'or, c'est-à-dire aux qualités observables de ces métaux. Voilà. Donc lorsqu'on parle du plomb, c'est une matière chaotique, c'est-à-dire sans ordre. Et donc toute substance qui est contenue dans le creuset au commencement est perçue comme le chaos primordial, et c'est le plomb. Et donc l'œuvre de l'alchimiste consiste à recréer à l'intérieur de son alambic ou de son fourneau la création du monde. Donc c'est un créateur de monde. Et ce qu'il va faire, c'est essayer, au bout du 7e jour, de faire naître un Adam alchimique qui est l'or des alchimistes, qui n'est pas le matériel, le métal en question, hein, saisissez bien. C'est la lumière infinie, l'or. Donc cet esprit, il faut le capter. Il faut essayer d'entrer en relation avec cette énergie cosmique également, afin de dynamiser cette matière morte que l'on a dans le creuset. Et toute l'opération, au bout d'un moment, lorsqu'on arrive à l'œuvre blanc, première partie, tout à l'heure, on a parlé de OK, il faut mélanger les matières pour atteindre une matière homogène, et on dit là, c'est la première phase de l'œuvre blanc. Maintenant, cette phase-là, ce qui est décrite ici, elle se situe après l'obtention de cette matière homogène. La matière homogène, l'œuvre blanc, c'est l'âme du monde. L'œuvre blanc, c'est une âme. L'œuvre noire, c'est le corps. L'œuvre rouge, c'est l'esprit. Ce qui se passe, c'est qu'on obtient cette matière homogène, mais elle n'est pas encore parfaitement pure. On doit la travailler afin de l'homogénéiser davantage. Traduction, la purification, les textes alchimiques vont nommer de mille et une manières. Lessiver, euh, lessive la matière, aussi la travailler. Il y a plein de mots différents pour parler de cette purification de cette matière. Et cette matière alchimique possède 7 étapes, comme la création du cosmos. Donc il y a 7 couleurs qui vont faire référence aux 7 grandes étapes de l'alchimie avec les 7 métaux. Maintenant, cette carte arctique fait référence à notre âme. C'est ça que ça signifie également, par un effet miroir. Ok. Donc la naissance de la lumière intérieure, c'est la pierre philosophale pour les alchimistes. C'est la naissance de la lumière infinie en soi. Et donc c'est ça. Pour obtenir la naissance de cette lumière qui va devenir la pierre philosophale, qui n'est pas une pierre, mais qui est un liquide igné, parce qu'il brûle. C'est comme de l'alcool. Quand on boit de l'alcool, on sent que ça brûle. Ben, l'analogie va être faite avec l'alcool qu'elle contient, cette matière, et va être décrite comme un feu. L'art des talismans consiste à fabriquer une matière et à créer cette matière d'une manière qu'elle puisse capter un flux céleste, à un moment opportun et à un lieu opportun, comme dans l'alchimie. Donc ce talisman, cet objet talismanique, est inefficace tant qu'un flux céleste ne vient de pas l'activer. Et tant qu'un esprit n'est pas intégré, un esprit, c'est-à-dire un génie, n'est pas intégré dans ce talisman. Alors, là, il y a quelque chose d'important à savoir, et je fais une petite parenthèse. Euh, L'art de la magie, comme c'est ici décrit, c'est de la théurgie, c'est de la pure magie. Aujourd'hui, on est dans une superstition des pouvoirs magiques des talismans. Quand vous allez acheter la fleur de vie, je prends un exemple bateau, la fleur de vie, inscrite sous une bouteille, sur une bouteille, ou bien sur un livre, peu importe. Et on vous dit c'est protecteur, ou c'est bien, c'est bénéfique. C'est de la superstition du point de vue haute magie. Pour quelle raison? Parce que c'est inefficace, c'est de la décoration, ça. Parce que pour qu'un talisman puisse être efficace, il faut le confectionner avec une matière noble, par une personne qui est en contact avec les effluves célestes et donc qui va engrammer à un moment cyclique de l'astrologie, engrammer dans le talisman et dans l'objet le flux céleste afin d'y faire inscrire un esprit. C'est l'esprit des planètes.
ou l'esprit des étoiles. Et donc, il est activé, le talisman. Activé parce que l'opérateur l'a activé. Sinon, c'est juste un objet. Vous comprenez? Et donc, quand on achète un objet qui possède des facultés dites magiques, comme la fleur de vie, au grand supermarché ou à une boutique, c'est de la superstition pour la haute magie. Et là, il va donner l'analogie d'une confection d'un talisman, comme je viens de vous le décrire, avec l'art de l'alchimie, qui consiste à faire quoi? Bah, obtenir une matière, la confectionner, afin que cette matière puisse être alignée avec les astres, afin de capter le pneuma cosmique, afin que cette matière puisse être activée, revivifiée comme Osiris, et que l'esprit puisse être déposé, et qu'afin que ce talisman puisse être efficace. Donc l'art de la théurgie deviendra un autre symbole d'un métier pour parler de l'alchimie. Ça vous va? C'est pour ça qu'on parle d'un talisman. Ça sert à ça. Il est plus convenable que tout cela sorte en un blanc pur, sans son ombre. Voilà, le blanc pur, œuvre blanc. Sans son ombre, ça veut dire que l'œuvre est complètement pure. Si tu vois cela, réjouis-toi, parce que à partir de là, eh bien, c'est du verre. Alors, elle dit, et qu'est-ce que le cristal? Le verre, le cristal. Vous entendez l'analogie? Qu'est-ce qu'il a de particulier, le verre? Je reviens à vous, hein. Il est transparent, il est pur. Et donc, il n'y a plus d'ombre, il n'y a plus de scorie de la matière. Donc, l'œuvre au blanc, une fois que ça atteint la perfection totale, elle est blanche étincelante. Et un autre codage, c'est le vert, translucide, transparent. On est bien avant l'obtention de la magnésie et de la gomme qui va teindre le vert en une couleur. On est en train de chercher à obtenir la matière originelle pure, l'âme du monde, notre âme étincelante au point où tout est clair en nous, on voit tout. Mais on n'est pas encore illuminé, on a juste purifié notre âme. On reçoit rien pour l'instant, on a juste purifié notre âme. À partir du moment où on obtient des illuminations, des révélations, c'est qu'on travaille sur une gomme et la magnésie dans la matière alchimique. C'est-à-dire qu'on essaye de fixer ce feu qu'on commence à voir, mais il est encore en haut. Hein. Ce feu est encore en haut. Et on va essayer de le faire descendre en nous, afin que le feu naisse en nous, comme une naissance. C'est l'aurore intérieure, le soleil levant. Et ici, et ici, eh bien, c'est le cristal, c'est le verre. Donc, vous comprenez ce que ça signifie? C'est bien. Alors, il y a ceci de particulier pour le safran, c'est que cette fleur était utilisée pour teindre, hein, pour teindre en orange, qui était assimilé à du rouge à l'époque, pour teindre en orange les vêtements. Et ce qu'il y avait d'extraordinaire avec le safran, c'est qu'une fois qu'on faisait sécher ce drap pour en faire des vêtements, la couleur est ineffaçable, part pas. Parce que le safran devient le nom de code de la teinture de la lumière sur la matière. C'est la naissance de la lumière, parce que orange, doré, rouge, c'est la même teinte pour les couleurs d'alchimie. C'est la naissance de la lumière dans la matière. Et donc on nous dit prends du safran, c'est-à-dire de la teinture qu'on a obtenue afin de teindre, de colorer, de transmuter la matière. Et donc le safran, c'est la fleur de l'esprit pour les alchimistes. C'est la fleur de l'esprit. Donc on a obtenu le poison, au préalable la magnésie. Alors je vous fais un petit peu dans l'ordre, hein, comme on l'a vu là. On a fait œuvre blanc, très bien. Magnésie, on a une gomme, après on a un poison. Ce poison est injecté dans tout ça. Cela se transforme ensuite en cuivre. Le cuivre commence à se transformer. On a la canalisation avec le fer. Magnétite canalise le fer. La matière se transforme. Et plusieurs analogies sont mises en place à droite à gauche pour parler de tous ces éléments-là. Ensuite, on passe à la phase au rouge, parce que là, c'est la phase au rouge. Et là, les teintures doivent être intégrées pour que la matière puisse être transmutée. Les élixirs transmutent la matière. Et donc, il y a des colorations qui vont apparaître du vert au rouge,
dans cette matière blanche, qui était l'âme du monde, qui était l'argent. Et la première, c'est le vert. Et à un moment vers la fin, l'orange, rouge orangé commence à apparaître, qui est la naissance et la maturation de la lumière. C'est le safran. Et donc, tout ce programmage, c'est, OK, on a le corps de la matière, on doit le dissoudre pour en dégager l'âme. Deuxième phase, l'âme, l'argent, l'œuvre blanc. Cette âme est obtenue, mais elle n'est pas propre, elle est noire, elle voit rien. Donc on la purifie. On purifie, purifie, ta, 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 elle devient étincelante, du vert, transparente, pure, albâtre, dans un autre système d'alchimie, code de codage. Albâtre, bah, il doit être transformé, ou le verre doit être transformé en cristal pour recevoir la lumière et être illuminé. Donc on parle bien de système d'illumination, hein. Vous comprenez bien, de révélation. Donc la matière se transmute, ça signifie que l'homme reçoit des inspirations du ciel et des révélations. C'est l'équivalent, hein, c'est l'équivalent. La transmutation, c'est des révélations. C'est ce que ça signifie. Et c'est la lumière intérieure qui nous permet d'avoir ces les illuminations. Il y a un rapport entre le fait d'avoir des visions et la naissance de la lumière en nous-mêmes. Il y a un rapport. Et donc, dès que cette lumière est fixée par la salamandre, la matière commence à se transmuter. Ça va, vous avez le schéma?